Mais comment que c'est que ça marche, que c'est que ce bordel, le truc de composition là? Dis donc. Pas clair, hein. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui je voudrais vous parler de composition. J'ai d'abord un conseil hyper concret à vous donner et ensuite on regardera ensemble 3 exemples. La composition c'est un sujet hyper compliqué, on peut analyser des compositions pendant des années et toujours avoir plein de choses à apprendre. Mais le truc c'est que moi je crois pas trop à l'apprentissage par une analyse d'image à l'infini. Alors analyser d'images de temps en temps c'est bien, comprendre pourquoi telle image vous touche, pourquoi la composition sur telle image est efficace, c'est bien, mais il y a un moment il faut un petit peu lâcher la théorie et passer à la pratique, c'est-à-dire que pour apprendre la composition, rien de mieux que faire des photos et essayer de bien les composer et ensuite essayer de comprendre pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Il y a une autre chose auquel je ne crois pas trop quand il s'agit de composition, c'est les règles, les fameuses règles de composition dont on parle tout le temps. Je sais très bien que sur cette vidéo, je vais avoir 15 commentaires qui vont tous me dire la même chose. Oui, il faut connaître les règles pour savoir les briser plus tard, nanana. Je suis pas d'accord. Pour moi, ces fameuses règles de composition, elles n'existent pas. Alors ça veut pas dire qu'elles sont pour autant complètement inutiles. Pour moi, elles servent à éduquer son regard quand on est complètement débutant dans le monde de l'image, dans le monde de la photo, quand on doit apprendre à éduquer son œil à la composition. Si quand tu commences, tu fais des photos où tous tes sujets sont absolument centrés et que tu trouves tes photos un petit peu ennuyantes, peut-être que le fait d'utiliser la règle des tiers va te pousser à explorer le fait de placer un sujet plus ou moins sur un côté ou sur l'autre pour créer une image qui va être peut-être plus équilibrée et qui va avoir une lecture différente de si le sujet était complètement centré. C'est à ça que pour moi elles servent, ces règles, à nous faire des expériences pour expérimenter, pour occuper différemment l'espace dans l'image et pour voir, ah ouais tiens, ça marche bien, ça marche pas bien et pourquoi. Mais l'idée de règle est un petit peu idiot. Bon bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et le truc c'est que moi, la composition c'est une des questions qu'on me pose le plus. Je reçois des messages régulièrement qui me disent mais du coup, si on peut pas se fier aux règles, comment est-ce qu'on apprend à bien composer? Et c'est une vraie bonne question. Je me suis bien creusé la tête et j'ai trouvé le conseil qui est à mon avis le seul conseil dont vous avez besoin pour apprendre à mieux composer vos images. Alors pour faire un titre bien putaclic, je dis le seul conseil, mais bon en pratique on pourrait bien sûr en trouver d'autres des conseils. J'ai d'ailleurs une autre vidéo sur la composition qui arrive d'ici quelques semaines, mais pour moi c'est le conseil principal, c'est vraiment le conseil duquel vont découler tous les autres. Ce conseil je pourrais le résumer avec cette phrase: je choisis les éléments que je mets dans mon cadre. En gros l'idée ça va être de considérer chacun des éléments de votre image, enfin des éléments de la scène qui est devant vous, et de décider cet élément est-ce que je le mets dans la scène, c'est-à-dire à l'intérieur de la photo, ou est-ce que je le mets hors cadre, c'est-à-dire que le spectateur ne le verra pas. Et je parle ici d'éléments, c'est-à-dire c'est un mot assez flou, parce que ça englobe plein de choses. Il y a plusieurs éléments, il y a les éléments les plus basiques, les sujets on va dire, donc les personnes, les objets, mais il y a aussi des éléments qui sont peut-être moins définis, comme un paysage, voire même un espace négatif, et enfin il y a des éléments qui sont complètement suggérés, comme par exemple un regard, la direction d'un regard. Du coup moi le conseil que je donne aux débutants qui souhaitent apprendre à mieux composer leurs images, c'est à chaque fois qu'ils vont prendre une photo, se poser la question, ok tel élément, est-ce que je le mets dans mon cadre ou hors du cadre? Sachant que, à mon avis, surtout quand on débute, on a tout intérêt à simplifier ses photos. Donc si on est vraiment débutant, on peut même reformuler le conseil en disant, ok par défaut je veux mettre le maximum d'éléments hors cadre, du coup les quelques éléments que je vais mettre dans le cadre, qu'est-ce qu'ils apportent à l'image, qu'est-ce qu'ils apportent à l'histoire, qu'est-ce qu'ils apportent à ce que je veux raconter. L'idée ça va être de tendre vers quelque chose de simple. Attention, simple c'est pas un gros mot, ça veut pas dire simpliste, juste simple. Quand vous vous posez la question de mettre un élément dans le cadre ou pas dans le cadre, en fait vous vous posez la question de est-ce que cet élément il va ajouter quelque chose à ma photo, ou est-ce qu'il va polluer la photo et rendre la lecture plus difficile. Souvent il n'y a pas trop d'entre-deux, c'est soit l'un soit l'autre. Donc mon conseil quand vous êtes en train de prendre une photo, ça va être de réfléchir à quels éléments sont importants pour ce que vous voulez transmettre, ce que vous voulez faire passer dans votre image. Les autres, on vire. Alors c'est plus ou moins facile, mais on vire au maximum, on va dire. On cadre de manière à ne garder que les éléments les plus importants. Et je pense vraiment qu'avec ce simple petit exercice mental, vous pouvez drastiquement augmenter la qualité de vos compositions. Parce que pour être honnête, c'est quelque chose que je vois vraiment chez tous les débutants. On fait des photos un petit peu vite, sans trop réfléchir, et une fois qu'on est rentré à la maison, on les regarde en grand sur l'ordinateur et on se dit « Zut, c'est raté, pourquoi c'est raté ?» Et c'est hyper frustrant de se dire « Ah mais c'est dommage, j'aurais dû cadrer un peu plus à droite, j'aurais dû enlever cet élément, ou alors rajouter celui-là, ou alors montrer un peu plus cet élément-là. Bref, j'aurais dû cadrer différemment, mais c'est trop tard. » Donc ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de vous poser tout un tas de questions au moment de prendre la photo, et pour pas regretter après de ne pas vous les être posées. Et ces questions, ça va être pour chacun des éléments. Est-ce qu'il ajoute quelque chose à ma photo, ou est-ce qu'au contraire, je devrais l'enlever? Et je suis sûr que ça vous fera faire un grand pas vers des images plus simples, peut-être plus réfléchi et mieux composé. Mais bon, c'est pas tout de parler dans le vide, c'est parti, je vais vous montrer 3 exemples. Je voudrais commencer avec cette photo que j'ai prise à New York. C'est un point de vue assez différent sur la skyline de New York parce qu'il n'est pas classique. C'est une photo qui est prise depuis le haut de l'Empire State Building, il me semble. Là, au moment où j'ai pris la photo, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais envie de montrer. Qu'est-ce qui m'intéressait? Ce qui m'intéressait, c'était pas de montrer un cityscape de New York. J'ai même pas particulièrement envie de montrer qu'on est à New York. Là, ce qui m'a marqué dans cette image, ce que j'ai vu et ce que j'ai eu envie de montrer, c'est le fait que ces constructions humaines, ces buildings étaient tellement hauts qu'ils avaient l'air de pénétrer dans le ciel. Du coup, j'ai choisi de faire un cadrage
extrêmement simple. J'ai viré un maximum d'éléments, je voulais pas qu'il y ait une forêt de buildings parce que ça aurait juste rappelé qu'on était en ville, je voulais juste voir un seul building un petit peu isolé. Ensuite, j'ai choisi d'inclure beaucoup d'espaces négatifs parce que j'aime bien l'idée de montrer que la taille de ces bâtiments dépend beaucoup du référentiel. D'un côté, ils sont immenses par rapport à nous, des humains, mais en fait, ils sont tout petits en perspective par rapport à l'immensité du ciel, par exemple. Bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que raconte la photo, on peut juger l'intention, la trouver nulle, c'est pas très grave, c'est pas la question ici. Ici, on parle de la relation entre l'intention et la composition. J'ai donc choisi de garder que 2 éléments dans mon image. Il y a le building qui se perd dans les nuages, et le ciel et les nuages d'autre part, qui est essentiellement de l'espace négatif. J'ai également décidé de décentrer complètement le building, parce que je trouvais que ça lui donnait un côté plus écrasé par toute la masse de nuages qui était représentée par l'espace négatif à gauche de la photo. En triant les photos, en rentrant, j'avais une ou 2 versions avec des oiseaux qu'on voyait voler dans le ciel à côté du building. Dans l'absolu, c'était plutôt joli, mais j'ai décidé de garder cette image-là, celle sans les oiseaux, parce que je trouvais que les oiseaux, ça cassait complètement le côté irréel de l'image, ça ancrait dans le réel en fait, et c'est pas ce que j'avais envie de faire ici. C'est pour ça que j'ai choisi la photo la plus simple des deux, parce que cet élément supplémentaire, l'élément oiseau, l'élément vivant, n'allait pas dans le bon sens pour ma composition à mon avis. Ah oui, parce qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais il est évident que la composition, ça se gère essentiellement à la prise de vue, mais c'est pas terminé à la prise de vue. Quand on rentre à la maison, il nous reste 2 étapes cruciales qui sont le tri, dans lequel on va choisir lesquelles images sont les mieux. Donc là en fait, on fait aussi un choix de composition parce que sur place on a pu faire 1 ou 2 essais de composition et on va choisir une seule image au final. Et le deuxième outil, c'est le recadrage, qui est un outil que j'hésite pas à utiliser pour affiner mes compositions a posteriori. Tiens, en fait, pendant qu'on parle de composition, une fois que vous avez plein de belles photos bien composées, qu'est-ce que vous en faites? On en a déjà parlé il y a quelques semaines, le meilleur moyen de montrer ses photos, qu'on soit pro ou qu'on soit amateur, ça change rien, c'est d'avoir un site internet pour montrer son travail. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par Zyro. Zyro, c'est quoi? C'est une plateforme pour construire des sites internet. La plateforme Zyro, pour moi, elle a 3 avantages principaux. Déjà, c'est pas cher. Ensuite, c'est hyper simple à utiliser. Vraiment, n'importe qui peut faire un site internet. Et enfin, si ça vous plaît pas, ils ont une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Sur Zyro, pas besoin d'apprendre à faire du code. Faire un site internet, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de faire glisser des blocs les uns par rapport aux autres et le site se construit basiquement tout seul. C'est vraiment hyper simple à utiliser. Avec Zyro, vous avez tout un tas de templates en plus pour gagner du temps. Si jamais vous voulez partir d'un site avec déjà une architecture préconstruite, et vous pouvez faire tout un tas de sites différents, que ce soit un site portfolio pour montrer quelques images, ou même une boutique en ligne si vous avez envie de commencer à vendre des tirages. Et bien sûr, si vous avez envie de devenir un photographe professionnel, de gagner de l'argent avec votre photographie, avoir un site internet, c'est un must. Chez Zyro, ils sont vraiment cool, déjà parce qu'ils sponsorisent cette vidéo et qui permettent à la chaîne de continuer à grandir, donc merci beaucoup à eux. Et surtout, ils vous font une réduction spéciale pour vous, les abonnés de la chaîne. Donc en cliquant sur le lien dans la description et en utilisant le code PAUL, PAUL, le mec a vraiment choisi un truc original. Vous aurez droit à une grosse réduction et aux 3 premiers mois gratuits. Ils ont plusieurs plans où vous pouvez vous engager pour 1 mois ou pour plusieurs années, et évidemment, plus vous engagez pendant longtemps, moins c'est cher. Donc si vous avez envie de vous construire un site internet, je vous conseille vraiment d'essayer Zyro. Dépêchez-vous parce que l'offre spéciale, elle est là pour une durée limitée, mais de toute façon, c'est simple, c'est l'option la moins chère sur le marché, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Et si on venait à notre composition, nous, second exemple, voici une photo que j'aime beaucoup, une photo de mariage de 2021. Sur cette photo, on a 3 éléments principaux, les 3 personnages. Le reste, c'est de l'arrière-plan. Comme on est en photo de reportage, on n'a pas beaucoup de maîtrise sur l'arrière-plan. Et de toute façon, il n'y a pas d'éléments très forts dans l'arrière-plan. Cette photo, c'est une photo du marié. C'est là où il fait la mise au point. Sur le marié, c'est celui qui est au centre. Il est en train de remettre sa cravate en se regardant dans la vitre. Il aurait été assez facile pour moi, soit de zoomer, soit de faire 2 pas en avant pour n'avoir que le marié dans la photo et avoir juste une photo du marié qui se prépare et c'est tout. Du coup, au moment où j'ai vu l'image et où j'ai fait la photo, je me suis posé la question, est-ce que les 2 personnages au premier plan vont apporter ou pas quelque chose à l'image? Et pour moi, la réponse ici est clairement oui. Il y a le fait que les 2 personnages sont le père et le frère du marié, donc ce sont 2 personnages, on va dire, importants dans la dynamique de la journée, et c'est chouette de les inclure dans ce moment de préparatif, qui est un moment un petit peu plus intimiste que le reste de la journée. Il y a le fait que le frère à gauche est lui aussi avec une attitude en train de se préparer, donc une attitude qui rappelle l'attitude du marié. Et enfin, il y a le papa, le patriarche, qui est le seul, en fait, dont on voit le visage, c'est le seul qui a la tête levée, et qui regarde un petit peu au loin, comme s'il supervisait les opérations. Donc ici, en fait, chacun des 3 personnages a une importance, et la photo aurait été beaucoup moins forte si j'avais choisi de montrer que le marié, ou même si j'avais choisi de montrer que 2 des personnages sur les 3. Troisième et dernier exemple, voici une photo que j'ai prise assez récemment à Dublin. Contrairement à ce que je fais la plupart du temps en photo de rue, c'est une photo sur laquelle il n'y a personne. C'est pas une photo sur laquelle il y a des humains, c'est juste une photo urbaine. Donc ça tombe bien, quand je prends une photo sur laquelle il n'y a pas de personnage, j'ai beaucoup plus de temps pour me focaliser à 100% sur la composition au moment du déclenchement. Là, il y a beaucoup d'éléments dans cette photo. Au premier plan, à gauche, il y a un premier vélo qui est coupé, on n'en voit qu'un morceau. Au second plan, il y a un deuxième vélo sur la droite. Ensuite, il y a un troisième plan avec du linge qui sèche. Et enfin, l'arrière-plan avec les buildings et le ciel. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ce grand nombre d'éléments différents participe à créer quelque chose d'immersif. On a vraiment l'impression d'y être, de ressentir l'endroit, d'être dans la photo. Chacun des plans, chacun des éléments a son importance. C'est le premier plan avec ce vélo coupé qui nous donne l'impression d'entrer dans la photo. Ensuite, le second vélo,
au second plan, il rappelle le premier vélo et il ferme l'image de l'autre côté. Et ensuite, le troisième plan, qui est le plan principal de l'image avec le linge qui sèche, c'est ce plan qui nous donne une sensation de vie dans l'image, parce que même s'il n'y a pas d'humain dans l'image, il y a des habits d'humains, donc ça ajoute un côté vivant, même s'il n'y a pas de personne directement sur l'image. Et enfin, l'arrière-plan apporte du contexte sur l'endroit. C'est pas forcément évident pour vous qui ne connaissez pas l'Irlande, mais pour toute personne qui connaît un peu Dublin, on reconnaît très bien les logements sociaux irlandais. Et là, j'ai vraiment fait l'effort, je me suis vraiment posé la question au moment de déclencher, ok, est-ce que chacun de ces éléments apporte quelque chose à l'image? Et vraiment, la réponse ici, c'est oui, c'est que cette image, sans tous ces éléments, elle aurait pas eu la même force, elle aurait pas été aussi immersive. Il se trouve que j'ai fait juste après une photo qui est à peu près au même endroit, mais avec des choix de composition différents. On voit très peu le building, donc on a moins de contexte. Il n'y a pas non plus les vélos, donc on a une photo qui est beaucoup plus plate, beaucoup moins immersive. Et je pense globalement que cette photo elle est beaucoup moins intéressante. Même si elle a des bons côtés, hein. J'aime bien le fait qu'on voit bien l'ombre du linge qui est projeté au sol. D'ailleurs peut-être que dans le cadre d'une série, c'est-à-dire accolée à l'autre photo, elle pourrait avoir son intérêt. Mais en tant que photo unique, l'autre est beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante. Voilà pour les 3 exemples que je voulais vous donner aujourd'hui. Rappelez-vous bien de ce conseil de composition, s'il fallait n'en retenir qu'un ce serait celui-là. Pourquoi je choisis de mettre cet élément dans mon cadre et cet élément hors du cadre? C'est tout. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation 100% gratuite, ça s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous enverrai cette formation dans votre boîte mail. Pensez à me suivre sur Instagram pour suivre mon travail photo, pensez à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez envie de vous faire un site internet, pensez à utiliser Zyro et surtout pensez à utiliser mon code promo Paul. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!